Bande organisée formée dans le but d'attenter aux personnes et aux biens. Fait partie d'une association bande organisée dénommée Filimbi et Koki, formée dans le but d'attenter à la vie ou à la personne du chef de l'État de la République démocratique du Congo, de changer ou de détruire le régime constitutionnel en République démocratique du Congo, former un complot contre la vie. Ça, c'est deux, ils reviennent toujours la même chose, hein, la vie ou contre la personne du chef de l'État. Bonjour Aïssa, bonjour à tous. Alors Filimbi, c'est ce jeune mouvement qui est créé en République démocratique du Congo, créé sur le modèle de Y en a marre au Sénégal et de Balai Citoyen au Burkina Faso. Ce sont des mouvements, on peut dire, de conscientisation de la jeunesse. Nous sommes donc en compagnie de Franck OTT, chargé de communication de Filimbi. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'être avec nous. Floribert Anzolini, le coordonnateur. Bonjour Floribert. Bonjour Stéphanie. Et nous sommes également avec Yangou Kakwama, dont je n'ai pas noté le rôle. Tu m'excuseras, pardon. Il n'y a pas de souci. Bonjour Stéphanie. Et ton rôle dans Filimbi? Je suis porte-parole. Oui, voilà, en plus, le rôle principal. Le 14 et 15 mars, on a organisé une activité à Kinshasa pour rendre public, voilà, Filimbi, le mouvement, le collectif. Comme on a dit, 3 ans de travail, 2 ans de préparation spécifiquement, de contact à travers la République. L'objectif de l'atelier était très simple, mettre tous ces gens ensemble pour ensemble commencer à réfléchir sur comment on peut nous maintenant conceptualiser cet engagement-là. Et dans ce cadre-là, on a invité donc 2 mouvements, Y en a marre et Balai Citoyen. Il y avait des artistes, des entrepreneurs, des gens du monde de l'entreprise, des gens des ONG institutionnelles, des étudiants. Et on a même fait appel à des gens des partis politiques, majorité comme opposition. On a créé 4 panels, si ma mémoire est bonne, panels politiques, économiques, problèmes de société et puis problèmes culturels. Sur chacune de ces thématiques, est-ce que nous pouvons discuter ensemble pour qu'on dégage 2 problèmes concrets, pressants, prioritaires à nos yeux, sur lesquels on doit pouvoir commencer à travailler avant la fin de cette année? Et donc ce deuxième jour, il y avait ça qui était prévu, mais avant ce concert populaire, il y avait une conférence de presse. Et juste après ça, il y a quelqu'un qui dit, mais écoutez, vous êtes, on se lève, on commence à se congratuler, se saluer un peu, comme un peu après une action comme celle-là. Et on voit un jeune qui entre, qui dit, mais vous êtes ici, mais apparemment on n'est pas seul. Il y a des jeeps de militaires là, à l'extérieur. C'était un désordre, un désordre terrible. Ils sont venus, ils ont d'abord cherché les étrangers, donc les amis du Burkina et du Sénégal. Ils les ont pris, les journalistes étrangers pris, le diplomate qui a essayé un petit peu de poser une question américain pris. Et après, c'était toute personne qui avait une caméra ou qui donnait l'impression de filmer ou simplement qui ne plaisait pas, qui était interceptée. On est arrivé à titre humanitaire, parce qu'effectivement, s'il y avait des gens qui étaient en danger, c'était bien nous. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas continuer à être à titre humanitaire simplement, parce que il y a des lois, il y a des procédures, il y a des règles, et l'État congolais, lui, continue de nous poursuivre, comme on dit en français, de nous poursuivre de sa vindicte. Il le fait avec pas mal de désordre, il faut dire les choses, et d'incompétence, raison pour laquelle on a créé Filimbi, parce qu'ils sont très désordonnés, très incompétents, mais il le fait quand même. Donc il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Nos 2 amis Yves et Fred qui sont à Kinshasa font l'objet, sont en procès maintenant, et nous-mêmes aussi on est cités dans ce procès-là, on est poursuivis. Donc il est tout à fait imaginable que l'État congolais nous condamne, enfin pas imaginable, ça c'est clair qu'ils vont nous condamner, ça il ne faut pas rêver, mais il est tout à fait imaginable, il serait pensable que si l'État congolais nous condamnait, il pourrait alors demander, selon les règles internationales, demander à la Belgique de nous extrader.
Notre constitution est claire et il n'y a pas d'espace pour une interprétation là-dessus. Voilà. C'est 2 mandats et basta. Et puis la Constitution insiste en disant que dans tous les articles qui sont modifiables, celui-là ne l'est pas. Donc il n'y a même pas de débat à avoir sur ça. Rentrer dans l'hypothèse où Kabila serait candidat, ça veut dire que l'ordre constitutionnel congolais est balayé. Nous, Yanama, on a réussi pas parce qu'on est Yanama, parce qu'il y avait nous, Faléo. On a réussi parce que la société voulait le changement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en observant la société congolaise, vous pensez que la société pourrait se lever pour dire non à un 3e mandat de Kabila? Il n'y a même aucun doute à ça. Aujourd'hui, c'est très clair. S'il y a une question sur laquelle la société congolaise, la nation congolaise est unanime aujourd'hui, quelle que soit la province, quelle que soit la tribu, s'il y a une question sur laquelle ils sont unanimes, le départ de Kabila, pas parce que Kabila doit partir, mais l'alternance aussi. C'est ça qui nous intéresse. Mais est-ce qu'il y a justement des figures qui se dégagent en fait sur le paysage politique congolais? Ou est-ce que vous-même, par exemple, je ne sais pas, le mouvement Filimbi, est-ce que vous avez des ambitions de pouvoir, je ne sais pas, enfin, est-ce que vous avez un candidat, quelqu'un Pourquoi seulement président? Non, ça ne fait pas partie. Franchement, mais vraiment franchement, moi je suis frappé par ça depuis que je suis tout petit. À chaque fois qu'on rencontre un Congolais, et on est beaucoup des Congolais à parler correctement, on est très fort là-dedans. Chaque fois qu'on rencontre un Congolais qui parle à peu près correctement, c'est « Ah, tu pourrais être président, tu pourrais être ministre ». Pire, chaque fois qu'un Congolais peut aligner 2 phrases correctement, c'est « Ah, si j'étais ministre, si j'étais ministre ». On ne va pas pouvoir tous être ministres. On va pouvoir tous être président. Moi, je dis que pour moi, mon combat, c'est pas que je sois président dans 10 ans, dans 20 ans. Mon combat, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, un incompétent puisse être président au Congo et que le Congo continue à bien fonctionner. Qu'on puisse avoir un George W. Bush. Où tout le monde va dire, ouais, mais il n'est pas très intelligent, il n'est pas... Mais le pays fonctionne. Ou, comme ça s'est passé ici en Belgique, qu'on puisse faire 1 an et demi sans gouvernement, à proprement parler, mais le pays fonctionne. Alors à ce moment-là, est-ce que c'est moi qui serai président? Est-ce que c'est Floribert qui sera président? Est-ce que c'est Franco ou quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas? Peu importe. L'essentiel ne sera pas là. Merci. Parfait. C'est terrible. Ça se prend à partir du haut. Ah, mon colo. Et beauté. En fait, il prend ça comme une photo normale. Non, selfie, c'est comme ça. C'est comme ça, C'est le principe. On a fait une réunion avec tout le comité et tout. Et déjà le fait que vous soyez là, il y a beaucoup qui vous connaissent, qui vous connaissent pas et tout. Et beaucoup ont peur également. Il y a beaucoup de questions qui sont suscitées avec, sur Filimbi et tout ça. Je t'en avais déjà glissé un mot, notamment le petit côté financement avec les Américains. Bah, certains du groupe ont un peu, en fait, ils sont revenus un peu à la charge pour se poser des questions sur ça. Qui est vraiment derrière, pour dire les choses clairement? Non seulement ça, il paraît-il, ils se sont informés, donc ils ont lu sur Facebook, je ne sais pas quoi, les différents commentaires. Et franchement, ils sont, je dirais, méfiants. Sur le financement, je vais poser une question bien simple. Vous êtes organisé en SBL ici, n'est-ce pas? Oui. Okay. Vous bénéficiez de financement des communes et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes au service de l'État belge? Moi, c'est la question que je pose. Excuse-moi, est-ce que vous êtes au service, donc vous êtes au service de l'État belge? C'est la même question que j'ai eu à leur poser. Il y a plusieurs associations ici en Belgique qui sont financées par plusieurs autres faites par la Belgique, par les Américains. Aujourd'hui, on sort du Parlement européen, on va te dire, on a des contacts particuliers, absolument pas. Comment on arrive, par exemple, à rencontrer un député au Parlement européen? C'est le réseautage. Tu parles à tel qui parle à tel, mais tu pousses. C'est une stratégie, ce sont des méthodes. Tu parles à telle personne, qui te permet de parler à telle personne, te parle à telle personne.
tu fais la sensibilisation du problème et tu arrives à toucher énormément de personnes qui ont un impact immédiat sur ce qui doit se passer ou sur ton objectif, tes objectifs et ta vision. Et ça fait partie des méthodes que nous utilisons. Donc être manipulé pour organiser un atelier à Kinshasa, et puis on parle de cadre congolais, excusez-moi, je vais revenir dessus. On est en train de parler de cadre congolais. Franck est médecin, était directeur dans une banque, Yango est entrepreneur, d'autres sont ceci. Moi je suis banquier depuis 9 ans. Être manipulé par les Américains pour organiser un atelier et une conférence de presse et un concert populaire, franchement, je crois que c'est un peu fort. Et puis pour faire quoi? Pour être obligé de fuir, comme on a fui, d'abandonner mon fils qui a 16 mois et ses 2 filles qui ont je ne sais pas quel âge, et ma femme, au Congo, et de fuir en Belgique sans avoir de ressources, et être obligé d'être avec dépendant de la famille ou des amis. Franchement, il faut être un peu sérieux. Je crois qu'on est à un niveau Il dit non, mais moi je sens quelque chose. Je me sens pas à l'aise. Les gens en veulent tellement que je me sens pas à l'aise. Et moi-même, depuis quelque temps, je me sens pas à l'aise. Je te dis. Bon, mais ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on arrive quand même maintenant, bientôt en juillet, avec toujours Fred et Yves qui sont détenus. Et malgré les pressions, rien ne se passe. Donc c'est là j'aimerais bien voir votre analyse. C'est à quel niveau est le blocage? Est-ce qu'il est au sommet de l'État? Et pourquoi ils ne sont pas libérés alors que tout devrait pousser, notamment avec le rapport des parlementaires, les pressions internationales? À la lumière des informations dont on dispose, qu'effectivement c'est au plus haut sommet de l'État, c'est au plus haut niveau de l'État que cette question se traite. C'est 2 personnes, c'est le président de la République et M. Kalev, le fameux Kalev. Clairement. Ouais, sur la France, on pourrait, sur des cas de torture, mais comme les éléments que vous me donnez là, voilà, même si effectivement les conditions de détention ont été très difficiles pour Yves et Fred, ils ont été en détention provisoire, abusive, parce que ça a dépassé les temps légaux de détention. Voilà, ça ne concourt pas à être désigné comme torture. Je voulais savoir, je ne sais pas tous les éléments caractéristiques de la torture, de ce que vous définissez comme torture, mais lorsque quelqu'un est... Parce qu'ils n'ont pas été arrêtés de manière formelle, comme il se doit. C'était un enlèvement. Quand quelqu'un est enlevé dans ces conditions-là, voilà, et donc mis dans des conditions, il ne rencontre pas ses membres de famille, il ne rencontre pas un avocat, ne sait pas des raisons pour lesquelles il est là, dans de telles conditions, on ne peut pas assimiler ça à une sorte de torture. Et violent engagement, les hussards britanniques contraignirent les escadrons français à céder le terrain. Mais le feu des carrés de la garde arrêta leur avance. Les Prussiens étaient complets. Probablement le vieillard de la force de cette retraite. C'est vraiment, ce sont des Tintins de première qualité.
L'Afrique a été pillée, massacrée. Et tout ce qu'on peut vient de dire appartient à un financement extérieur à travers les Occidentaux. Donc vous allez me dire que quand vous allez reprendre encore le même processus de financement à travers ces étrangers, vous voulez me dire que non, à travers cela... Mon problème, c'est pas d'où vient l'argent, mon problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. J'en reviens à la même chose. Moi, c'est pas ça non, mon problème. Qu'est-ce qu'on en fait? Non, moi, c'est pas ça. Moi, c'est de quitter ce système. Parce que non, le problème... oui, mais attendez. Comme je l'ai bien dit, la Banque mondiale peut venir, même si on vous donne l'argent, même si vous la maintenez très bien. Mais c'est ça le fond du problème, en fait. Le fond du problème, c'est cet argent-là en question. D'où vient-il? La Banque mondiale, le Fonds monétaire, tout ce système de paradigme financier, cela, je suis désolé, ce n'est pas le système à utiliser. On va faire un pays sans Banque mondiale, sans Fonds monétaire. Oui, lesquels? Donnez-moi, je te donne un exemple. Ok. Par exemple, le Venezuela. Faux. Ah, faux, comment? Faux. Il y a le Venezuela. Faux. Le Venezuela profite d'une fenêtre historique sur son pétrole, qui a plus de 100 et quelques $. Regarde aujourd'hui le Venezuela, regarde les difficultés dans lesquelles Maduro est aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Attends, mais quel est le lien entre le pétrole? Quel est le lien entre le pétrole et la Banque mondiale et le FMI? Le lien, c'est que si tu es dans une situation où tu peux t'en sortir parce que tu as une matière première, pas de ton fait, pas de par ton travail, parce que tu peux pas prendre et reproduire, pas de par son travail. Ta matière première est montée, il fait le malin. Mais dès que la matière première est descendue, il ne fera plus le malin. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'on peut prendre ça comme paradigme pour un comportement. Pour vous, quel est votre exemple à suivre? Moi, je te dis... Quel est votre exemple à suivre? Je vous donne le Venezuela. Vas-y, donne-en un autre. Evo Morales, Bolivie. Je vous donne la Bolivie, Evo Morales. Je vous donne le président de la Colombie, Rafael Carrez. Tous ces gens-là n'utilisent pas ce paradigme-là financier de la Banque mondiale. Tu es en train de me dire que le Fonds monétaire, la Banque mondiale ne sont pas intervenus dans les pays d'Amérique latine sur les 20 dernières années? Ils sont intervenus il y a sur très les 20 longtemps. dernières années? Ces 20 dernières années, bien sûr qu'ils sont intervenus. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir... Oui, mais attendez, c'est comme quand on parle de Lula au Brésil. Oui. On dit Lula, c'est formidable, le miracle brésilien, c'est Lula. Excuse-moi, Lula est un type formidable, effectivement. Mais Lula, si tu veux analyser le Brésil, si tu veux mettre Lula à sa place, et si tu veux rendre justice à tout le peuple brésilien, il faut dire qu'il y a eu des prédécesseurs à Lula. Sans le plan réel mis en place par Fernando Henrique Cardoso et d'autres avant lui, Lula n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Il s'inscrit dans une continuité. Mais non, justement, mais non, là, vous vous trompez, justement. Kabila, il doit partir. Kabila, il doit partir. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les Blancs et des paillotes croulantes pour les Noirs. Qu'un Noir n'était admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens. Qu'un Noir voyageait à même la coque des péniches au pied du Blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades dont périrent tant de nos frères, les cachots dont furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'une justice d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous, que le vote de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prompte à les expulser du territoire de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix,
car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tout le continent africain. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, à se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui construira notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale, vive l'indépendance et l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain. Patrice Emery Lumumba, 30 juin 1960. Les phrases que tout le monde connaît, ce sont nous avons connu le travail harassant, nous avons connu les ironies, les insultes. Qui oubliera qu'à un noir on disait tu, non certes comme à un ami, je la connais par cœur, non certes comme à un ami, mais parce que le vous honorable était réservé au seul blanc. Donc tout ça on connaît. Toute la description des plaintes du temps colonial. Dans le discours de Lumumba, la dénonciation, on connaît. Mais toute la partie où Lumumba disait ok, ça c'est le passé, maintenant voilà l'avenir auquel je m'engage, qu'on va travailler et qu'on va offrir à notre peuple. Toute cette partie-là, souvent, on n'en parle pas. Or, il dit beaucoup de choses là-dedans. Quand je vois aujourd'hui ceux qui nous gouvernent se disent lumumbistes, et Lumumba dit ici, nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous, on est en exil parce qu'on a exprimé librement notre pensée et qu'on nous dénie les droits, mais publiquement, qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme. Et l'une des personnes qui nous traite jour après jour de terroristes est ministre du gouvernement, porte-parole, et c'est un lumumbiste. C'est ironique. J'aime toujours me rappeler cette image autour du boulevard Lumumba où vous voyez une circulation intense sur un boulevard qui n'a pas prévu de bons moyens pour la traversée des piétons. Mais lorsque vous regardez tout autour, de l'autre côté du boulevard, une mère qui porte un enfant sur son dos. Mais elle veut aussi aller au-delà de ce boulevard, mais elle n'y arrive pas. Vous voyez tout le monde être affairé à pouvoir s'occuper de son activité. Il y a des vendeurs ambulants qui passent. Vous voyez la vie congolaise en mouvement.